Il y a maintenant plus de 4 milliards et demi d'années, une planète de la taille de Mars heurte la Terre. Lors de cette collision, les noyaux des deux planètes fusionnent en partie. Il en résulte la Lune et la Terre. La température en surface de la Terre atteint 10 000 degrés. De ce fait, pendant plus de 1000 ans, la Terre ressemblera plus à une étoile qu'à une planète. Il en résulte une très grande activité volcanique en surface qui dure environ 12 millions d'années. Les nombreuses éruptions volcaniques entraînent la libération de gaz emprisonnés à l'intérieur du globe tels que le diazote, la vapeur d'eau et le dioxyde de carbone. À ce stade-là, l'atmosphère se compose de 85% de vapeur d'eau, de 10 à 15% de CO2 et de 1 à 3% de diazote. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère primitive. Pour pouvoir accueillir la vie telle qu'on la connaît, la composition de l'atmosphère devait être bouleversée. L'eau sous forme de vapeur devait précipiter, le CO2 atmosphérique devait drastiquement diminuer et le dioxygène apparaître. Donc à cette époque, il n'y a toujours pas d'océan sur Terre et la pression atmosphérique elle y est énorme, intense, équivalente à celle des fonds océaniques actuels. Le sol, quant à lui, il dégage une chaleur intense qui, en collaboration avec l'effet de serre, maintient les températures en surface d'environ 1500 degrés. Il fallut beaucoup de temps pour que la température diminue sur Terre. Et par la suite, il y a eu des gouttes d'eau brûlantes de 300 degrés qui tombèrent. Cette pluie elle perdurera des milliers d'années. Ensuite, la planète elle sera dotée d'un océan du coup, qu'elle n'avait pas avant. Pourtant, l'atmosphère est encore remplie de CO2. Pourtant, quand la vapeur d'eau elle précipite pour créer l'océan, elle entraîne avec elle le dioxyde de carbone de l'atmosphère. Et ensuite, par différents mécanismes, le CO2 qui est dissous dans l'eau, il sera injecté dans le manteau terrestre et il y est emprisonné un bout de temps. Cette période elle dure entre 10 et 100 millions d'années et à cette époque, l'effet de serre de la planète diminue drastiquement. À cette époque-là, la température des océans est seulement de 70 degrés. C'est la fin de la période de l'Adéen et l'atmosphère riche en diazote et en dioxyde de carbone. Pourtant, un gaz n'est pas encore apparu, c'est le dioxygène. L'apparition du dioxygène sur Terre elle est due aux cyanobactéries. Elles sont apparues il y a environ 3,5 milliards d'années et elles permettent par photosynthèse de libérer le dioxygène. On va voir comment ça fonctionne et on va zoomer par étapes dans ces cyanobactéries justement pour pouvoir comprendre. Les cyanobactéries, elles constituent les stromatolites, ce sont des amas de calcaire, et les cyanobactéries, elles contiennent entre autres des granums. Ces granums, ce sont des amas de thylakoïdes en fait, et les thylakoïdes sont des petits compartiments membranaires qui contiennent entre autres les pigments permettant la photosynthèse. Et ces thylakoïdes en question, ils contiennent la chlorophylle, qui est un pigment donc de couleur verte, mais aussi possiblement d'autres pigments comme le phycocyanine, et celui-là il est couleur bleue. Il peut aussi y en avoir d'autres. En tout cas, les thylakoïdes sont le siège des réactions lumineuses de la photosynthèse, donc dans les cyanobactéries. Et les thylakoïdes contiennent, comme je l'ai dit juste avant, les pigments qui permettent la photosynthèse comme la chlorophylle. Et donc la lumière absorbée par la chlorophylle est transformée en énergie chimique qui est, elle, utilisée pour scinder la molécule d'eau en hydrogène et oxygène. Et donc le dioxygène est largué dans l'eau. Et ensuite, le dioxygène formé, il oxyde le fer, et ce qui permet la précipitation de ce fer du coup. Et il se déposera par la suite dans les fonds océaniques. Cela se pratique jusqu'à environ moins 2,2 milliards d'années, ça a duré en à peu près 1,3 milliard d'années. Et lorsque le fer il a été oxydé en totalité, le dioxygène qui petit à petit se retrouve en excès dans l'océan est dégagé dans l'atmosphère qui s'enrichit elle-même en dioxygène jusqu'au taux actuel. C'est-à-dire que le dioxygène était consommé lors de la précipitation du fer. Lorsqu'il n'y a plus eu de fer à oxyder, le dioxygène petit à petit s'est trouvé en excès et est sorti de l'eau et a enrichi l'atmosphère jusqu'au taux actuel. On passe donc d'une atmosphère primaire sans dioxygène à une atmosphère secondaire avec dioxygène. La transformation de l'atmosphère et son évolution est donc la conséquence du développement de la vie sur Terre. Et c'est que lorsque la couche d'ozone s'est installée que la conquête des continents a pu se faire il y a environ 600 millions d'années. Comme tu le sais, le climat il évolue au cours du temps et il alterne entre des périodes plus ou moins froides. Actuellement, nous sommes dans une période de glaciation depuis environ 3 millions d'années. On va étudier les variations du climat au cours du temps pour pouvoir mieux comprendre comment ça marche. On le fait ici grâce à la glace accumulée au cours de l'histoire. La composition de l'eau qui devient glace, elle varie donc selon le temps. Elle contient plus ou moins d'un certain type d'oxygène selon la période et elle contient aussi différentes concentrations en CO2. On pourra étudier les variations du climat en faisant des carottes de glace, en y mesurant le delta 18 de l'oxygène de la glace. Pour la précision, une carotte de glace, c'est un prélèvement de glace sur 1 mètre que l'on peut reproduire pour avoir un échantillon sur plusieurs dizaines de mètres. On peut savoir sur une période donnée si le climat était plus ou moins chaud. Je vais d'abord définir ce qu'est un isotope. Les isotopes, ce sont les différents types d'atomes d'un même élément qui se distinguent par une seule chose, leur nombre de neutrons. Pour compléter la définition, le neutron c'est une particule qui compose le noyau des atomes. Avec les protons, il fait partie des nucléons. Concernant l'oxygène, il existe 3 isotopes. Il y a l'isotope 16 qui contient 8 protons et 8 neutrons, qui est le plus abondant. L'isotope 17 qui contient 8 protons et 9 neutrons, et il y a l'isotope 18 qui contient 8 protons et 10 neutrons. On a besoin de l'isotope 16 et 18 ici. Et donc un isotope est très semblable à l'atome d'oxygène normal avec 16 neutrons, qui est en plus forte abondance. Avec ces 2 neutrons supplémentaires, le poids total de l'atome est plus élevé. Donc l'atome d'oxygène avec 18 neutrons, il est plus lourd que l'atome d'oxygène avec 16 neutrons. Et donc en termes de vaporisation, l'isotope 17 ou 18 a une valeur plus élevée que celle de l'isotope 16 de l'oxygène.
Et si la quantité d'isotope 18 dans l'échantillon est important, alors le numérateur est grand et donc le delta 18 est élevé. On en conclut que c'était une période plus chaude. Au contraire, s'il y a peu d'oxygène 18 dans l'échantillon, alors le numérateur est petit et le delta 18 de l'oxygène est faible. C'est donc une période plus froide. Sachant que la température des pôles reflète l'état de la température globale sur Terre. Sur le graphique, on voit bien différentes périodes significativement plus chaudes et l'on vit pendant une de ces périodes. Mais est-ce seulement un effet naturel ? D'après l'étude scientifique Human Influence on the Seasonal Cycle of Tropospheric Temperature, qui est paru dans Science le 20 juillet 2018, je cite d'après ma traduction, « La Terre est simultanément affectée par des facteurs externes et internes qui affectent le climat. En termes de facteurs externes, il y a les variations naturelles du rayonnement solaire. Il y a les facteurs internes, tels que les périodes glaciaires et interglaciaires. Plusieurs preuves montrent que les activités humaines affectent le climat. Premièrement, il y a des signaux qui montrent que l'homme provoque des dommages tels que l'appauvrissement de la couche d'ozone et la pollution par particules. Secondement, il existe des signaux de dégradation dans la distribution et l'abondance des espèces de plantes et d'animaux. Et ces signes sont en partie induits par les changements climatiques. Voici des exemples de changements géographiques dus au changement climatique. Et donc on nous parle souvent de la nécessité de plafonner l'augmentation des températures à 1,5 degré maximum par rapport à la période pré-industrielle, mais quelles seraient les conséquences si le seuil d'1,5 degré d'augmentation était franchi ? Je me suis posé la question. D'après le plus récent rapport du GIEC, actuellement on estime que les activités humaines ont provoqué un réchauffement planétaire d'environ 1 degré au-dessus du niveau pré-industriel. Et les modèles climatiques nous montrent qu'en atteignant le seuil de réchauffement de 1,5 degré, il y aura de grandes répercussions climatiques. Ces répercussions comprennent des augmentations de la température moyenne sur la plupart des terres émergées et des régions océaniques, des augmentations des extrêmes chauds dans la plupart des régions habitées, des augmentations des précipitations dans plusieurs régions, la fraction de la superficie mondiale touchée par les risques d'inondation devrait être plus importante. Le niveau de la mer continuera de monter bien au-delà de 2100. Les projections modélisées de l'élévation du niveau de la mer par rapport à 1986-2005 suggèrent une fourchette de 0,26 à 0,77 mètres d'ici 2100, et sachant qu'une réduction de 0,1 mètre de l'élévation du niveau de la mer à l'échelle mondiale implique jusqu'à 10 millions de personnes en moins exposées à des risques. La biodiversité et les espèces devraient être largement impactées. Sur les 105 000 espèces étudiées, 6% des insectes, 8% des plantes et 4% des vertébrés devraient perdre plus de la moitié de leur aire de répartition géographique. Et les risques liés au climat pour la santé, les moyens d'existence, la sécurité alimentaire, l'approvisionnement en eau, la sécurité humaine et la croissance économique devraient augmenter. On s'attend à ce que la pauvreté et les désavantages augmentent dans certaines populations à mesure que le réchauffement planétaire augmente. Toute augmentation du réchauffement planétaire devrait affecter la santé humaine avec des conséquences principalement négatives. Les risques liés à certaines maladies à transmission vectorielle comme le paludisme et la dengue devraient augmenter avec le réchauffement, y compris les déplacements potentiels de leur zone géographique. Et donc je me pose la question si c'est pas le modèle de consommation de notre société qu'il faut repenser, non pas pour revenir au type de consommation pré-industrielle, mais passer un cap. Pour terminer, je voudrais juste poser quelques questions histoire de se remettre en question sur nos habitudes. Qu'en est-il des déplacements, le tourisme, le transport de marchandises d'un côté à l'autre du globe, par rapport aux industries, le plastique à usage unique, les emballages superflus, la production de produits dans plusieurs pays différents, l'importation et l'exportation à outrance, dans notre alimentation et le gaspillage, le secteur alimentaire qui utilise des pesticides, des OGM, des semences à usage unique, les piscines, la pollution des rivières, les fleuves, qu'en est-il des déchets, la fin de vie de nos produits, ce que l'on jette, d'où ça va, tout est recyclable, et j'en oublie. Au final, quelle que soit la vérité, il ne peut être que bénéfique de faire du bien à notre planète plutôt que de ne rien faire. Notre Terre, en perdant la vie, perdra ce qui fait d'elle son unique.